Donc bonsoir à tous, moi je m'appelle Claire Laplane, je suis interne en médecine générale et là en ce moment je suis au planning familial de Nouméa et avec mes collègues Mathilde Romory et Caroline Pérignon, on va vous proposer un petit peu un état des lieux des violences conjugales en Nouvelle-Calédonie. Donc effectivement, moi en tant qu'interne, je suis arrivée il y a peu de temps sur le territoire. Et assez rapidement, quand j'ai commencé à travailler au planning familial, je me suis rendu compte qu'il y avait un sujet où j'étais finalement pas du tout préparée à ça et que je connaissais pas du tout, et je connaissais pas grand-chose sur l'organisation sur le territoire. Donc je vous propose quelques phrases que j'ai entendues en consultation et qui vont illustrer nos propos ensuite. J'ai commencé la pilule la dernière fois, mais mon copain ne voulait pas que je la prenne, donc je l'ai arrêtée. Parfois, je n'ai pas envie d'avoir un rapport sexuel, mais il le veut quand même. Il n'aime pas mettre de préservatif. Je n'ose pas lui dire que j'ai une IST parce qu'il va dire que c'est moi qui lui ai transmis. Il me confisque mon téléphone. Ça lui arrive d'être violent, surtout quand il a bu. Il a demandé à voir son fils et quand nous sommes arrivés, il nous a enfermés dans la maison. J'ai peur de sortir de chez mes parents car il m'attend ou me suit quand je sors seule. Mon premier rapport sexuel à 14 ans n'était pas consenti, j'avais bu et je n'étais plus vraiment consciente. Il déchire mes bons de dépistage quand je les reçois par courrier. Donc effectivement, quand j'ai entendu toutes ces phrases finalement dès le début de ma pratique, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout conscience de l'épidémiologie des violences conjugales en Nouvelle-Calédonie. Et je me suis dit que j'allais faire des recherches pour un peu mieux comprendre et pouvoir mieux accompagner les patientes qui me confiaient ça. Donc ce que je vous propose, c'est de vous présenter un petit peu mes recherches. Ensuite, je laisserai la parole à Mathilde et Caroline pour la partie savoir repérer les situations de violence et accueillir la parole, orienter les victimes et les auteurs, quel est le réseau, quelle est l'organisation en Nouvelle-Calédonie. À la fin, s'il nous reste un petit peu de temps, j'espère, je vous présenterai quelques outils numériques qui peuvent être assez utiles dans la pratique au quotidien, dans notre pratique de soignants tous au quotidien. Donc effectivement, l'épidémiologie en Nouvelle-Calédonie, déjà je me suis rendu compte assez rapidement qu'il n'y avait pas beaucoup de données sur le sujet et que le peu de données qu'il y avait étaient des données qui n'étaient pas récentes. Donc effectivement, il y a essentiellement deux enquêtes qui étudient les violences conjugales en Nouvelle-Calédonie. Donc une première enquête du Conseil économique, social et environnemental en 2017 et une enquête de l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie en 2021. Donc pour introduire un petit peu tout ça, je vous propose cette diapo du Haut Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie. Donc chaque année, 8300 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles. Chaque année. Une femme sur 4 a vécu une forme de violence physique, sexuelle, financière. Une femme sur 8 subit une ou plusieurs agressions sexuelles avant l'âge de 15 ans. Le taux de violence physique et sexuelle est 7 fois plus élevé qu'en métropole. Donc, effectivement, quand j'ai vu ces chiffres, je me suis rendu compte que je savais déjà que c'était un vrai enjeu dans ma pratique que j'avais à Lyon, mais je me suis rendu compte qu'ici en Nouvelle-Calédonie, il y avait encore plus à connaître sur l'épidémiologie, sur l'organisation pour orienter au mieux nos patientes et nos patients. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter un peu plus en détail la dernière enquête qui a été réalisée par l'ISEE, qui date de 2021, qui apporte beaucoup d'informations très intéressantes pour notre pratique. Juste par rapport à la méthodologie de cette étude, donc c'est la première fois qu'elle est conduite en Nouvelle-Calédonie en 2021. Elle est conduite chaque année en métropole. Et il y a juste un détail qui est quand même intéressant à noter, c'est que cette étude, elle ne porte que sur les années 2019 et 2020, sur les violences vécues pendant ces 2 années, pas avant et pas après. Ouais, ça explique certains chiffres. Alors, effectivement, donc, la part des victimes de violences intrafamiliales selon leur profil et leur cadre de vie. Donc effectivement, ça on le sait très bien, hein, le milieu familial, c'est pas du tout un milieu qui est protecteur. Au contraire, c'est un milieu qui est plutôt un espace d'exposition aux violences. On le sait aussi, mais parfois on l'oublie, en tout cas moi, parfois c'est mon cas. C'est majoritairement des femmes qui sont victimes de violences conjugales, sans pour autant que les hommes en soient exemptés.
Voilà, on le sait, mais moi parfois j'ai tendance à pas y penser quand j'ai des hommes en consultation. Les non-Kanaks sont davantage affectés par les exhibitions sexuelles et les gestes déplacés. Pour autant, les membres de la communauté Kanak rapportent en proportion plus d'agressions sexuelles. D'autres données qui sont intéressantes, c'est que sur l'ensemble des violences, ça touche plutôt la tranche d'âge des 30 à 75 ans plutôt que chez les plus jeunes de 18 à 29 ans. C'est intéressant à savoir. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment plutôt une population très jeune, donc j'avais l'impression que ça touchait plus les jeunes, mais finalement pas plus en proportion. Les violences intrafamiliales sont plus présentes en proportion dans les provinces nord et des îles et dans les milieux ruraux, ce qui est assez paradoxal parce que finalement la majorité des structures qui sont présentes sur le territoire pour accompagner ces victimes, elles sont essentiellement dans les milieux urbains. Donc voilà, une information à connaître si effectivement vous travaillez en milieu isolé, en dispensaire, etc. Il y a moins de dispositifs et pour autant, en proportion, il y a plus de violence. Voilà. Après, il y a des permanences dans les dispensaires, de psychologues, d'assistants sociaux, etc. Donc on peut quand même faire avec. Donc effectivement, il y a vraiment une association entre l'alcool et les violences. Effectivement, quand on prend tous les types de violences, il y a plus de violences qui sont commises sous emprise de l'alcool. Pour les violences conjugales spécifiquement, finalement, il y en a un tout petit peu moins. Pour autant, il y a quand même la moitié des cas de violences qui sont commises sous emprise de l'alcool. Voilà, ça c'est une information aussi qui nous vient du Haut-Commissariat à la République. Ces actes interviennent fréquemment sur fond d'alcool. C'est souvent un prétexte pour expliquer ou justifier les actes de violence. Pour autant, c'est évidemment pas ni un prétexte ni une justification, mais c'est souvent un catalyseur de violences qui sont déjà présentes. Donc, effectivement, s'il y a des violences sous emprise de l'alcool, c'est pas forcément parce qu'il y a un arrêt des consommations qu'il y aura un arrêt des violences. Ça, c'est une diapositive qui est hyper intéressante aussi. Ça nous dit que, donc ça nous donne un peu la proportion des victimes de violences qui ont effectué des démarches. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a 60% des victimes de violences intrafamiliales qui en ont parlé à un ami ou à un proche. Donc ça, je trouve ça très positif comme chiffre. Ça veut dire que les victimes de violences conjugales, elles en parlent, elles arrivent à en parler. Pour autant, elles ne nous en parlent pas tant que ça à nous, professionnels de santé. Seulement 28% ont été vus par un médecin. 16% ont consulté au moins un psychiatre ou un psychologue. 18% ont rencontré un membre d'une association. Et 16% en ont parlé à des travailleurs sociaux. Donc, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que moi, je me dis qu'on a quand même une marge de progression, une possibilité ces victimes, elles sont en capacité, en tout cas, d'en parler, et que finalement, avec une bonne relation de confiance, avec du temps, de l'empathie, etc., on peut repérer plus de situations de violence. Un autre chiffre que je trouve très encourageant, c'est que dans plus de 73% des cas où les victimes en ont parlé à un professionnel, ces victimes ont jugé utile, voire très utile, l'aide reçue. Donc moi, je me dis que c'est plutôt intéressant pour nous. Finalement, ces personnes ne nous en parlent pas trop, mais quand elles le font, notre aide est utile. Donc finalement, il faut continuer dans cette voie. Encore un chiffre du Haut-Commissariat. En 2022, 3 féminicides sont à déplorer. Aucun signalement préalable n'avait été effectué, ni auprès des services de sécurité, ni auprès des partenaires associatifs ou de santé. Donc effectivement, il y a encore une marge de progression, idéalement, pour mieux repérer les situations de violence et idéalement essayer à terme de diminuer les cas de violence grave. Ça, c'est hyper intéressant aussi. Ils ont étudié les raisons qui font que les victimes ne signalent pas les vionlences. Donc la raison principale, c'est le fait que ces victimes espèrent trouver une autre solution. Il y a aussi le fait que, selon elles, ça ne servirait à rien. Ça permet d'éviter les épreuves supplémentaires. Beaucoup, surtout dans les cas de violences conjugales, minimisent ces violences et estiment que finalement, c'était pas si grave. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, la dernière raison, celle qui est la moins citée, c'est le fait que les victimes penseraient qu'elles ne seraient pas prises au sérieux si elles en parlaient aux autorités. Donc moi, c'est vrai que j'avais notion que parfois les personnes n'en parlaient pas parce qu'elles avaient peur de ne pas être prises au sérieux. Et finalement, en tout cas, cette étude nous montre que c'est loin d'être la raison principale. Donc encore une fois, c'est tant mieux si elles nous en parlent.
C'est plutôt une marque de confiance finalement. Quelque chose qui est intéressant sur cette diapositive, c'est que ça m'a aidé dans une situation. C'est une patiente qui me parlait donc de violences qu'elle vivait à domicile. Et j'essaye de l'orienter vers le relais. Et là, je sens que ça bloque de son côté, elle se ferme. Et du coup, je relance en disant, mais peut-être que vous espérez trouver une autre solution. Et elle me dit, c'est vrai que mon conjoint m'a dit qu'il allait arrêter de fumer du cannabis. Donc c'est vrai que je pense et j'espère que ça va permettre d'arrêter les violences. Donc finalement, avoir connaissance de cette donnée, moi, ça m'a permis de réouvrir une situation qui s'était bloquée. Voilà, ça peut être intéressant dans votre pratique. Une dernière diapositive, et pas des moindres, sur les violences psychologiques. Donc c'est vrai que quand on parle de violences conjugales, essentiellement on pense beaucoup au stéréotype des violences physiques. Mais pour autant, toute violence confondue, c'est vraiment les violences psychologiques qui sont les plus fréquentes et qui sont le plus souvent passées sous silence, minimisées, etc. Et même pour nous, professionnels de santé, en tout cas dans mon cas, c'est vrai que parfois je ne pense pas suffisamment à repérer les situations de violence psychologique qui pour autant sont les plus fréquentes et parfois qui ont le plus de répercussions. Un chiffre intéressant, en 2019 et 2020, donc uniquement sur ces 2 années, 8% des personnes en couple déclarent avoir été victimes de violences psychologiques de la part de leur conjoint. Donc, encore une fois, c'est un chiffre que je trouve assez choquant. Autre chose que nous dit cette étude, c'est que 54% des personnes victimes de violences psychologiques, que ces violences ont entraîné des perturbations dans leur vie quotidienne et professionnelle. Donc encore une fois, parfois on pense moins à les dépister et pour autant, c'est celles qui peuvent avoir vraiment de vraies répercussions au quotidien. Donc voilà. Ça c'est aussi intéressant par rapport aux violences psychologiques. Ces images nous montrent, ces graphiques nous montrent que ça touche un peu plus les femmes que les hommes, un peu plus les membres de la communauté kanak que les non-kanak, et finalement, paradoxalement, par rapport à la première diapositive, que ça touche plus les jeunes, les jeunes de 18 à 29 ans que la population des 30-75 ans. Voilà. J'espère que ces données, ces recherches, ça vous aura aidé à mieux comprendre l'épidémiologie des violences conjugales en Nouvelle-Calédonie. Peut-être que ça vous aura aussi apporté quelques clés pour votre pratique au quotidien. Je laisse la parole à mes collègues. Donc, bonsoir à tous. Je me présente Cyrielle Moulédou. Je suis la responsable du service de traitement des violences conjugales et intrafamiliales. Un service donc, de la province sud qui accompagne aussi bien les victimes que les auteurs de violences dans le cadre d'entretiens individuels par les professionnels donc, du relais. Une équipe qui est pluridisciplinaire. Et donc, je vais laisser Mathilde, travailleure sociale du relais, présenter un petit peu le service. Ce que je peux dire déjà, c'est merci à l'Association médicale de Nouvelle-Calédonie de nous accueillir et nous laisser cette place justement pour parler un petit peu des violences. L'objectif de cette présentation, c'est de vous aider au mieux justement dans vos pratiques professionnelles lorsque vous rencontrez justement des situations soit de victimes ou d'auteurs de violences au sein de vos consultations. Alors les professionnels, avec leur agenda très chargé ces derniers temps, ont essayé de faire au mieux justement pour faire une présentation la plus complète possible. L'objectif ce soir, c'est, on est là pour vous sensibiliser, mais c'est aussi d'échanger avec vous, d'échanger sur vos pratiques, vos difficultés que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez pour pouvoir vous aider au mieux en termes de soutien technique que l'on peut vous apporter. À savoir que c'est un soutien technique ce soir, mais on peut essayer aussi par la suite, si vous êtes confronté à des difficultés plus tard, venir en aide auprès de justement des professionnels de santé, où vous pouvez nous appeler pour justement qu'on puisse vous apporter ce soutien-là. Donc je laisse la place à Mathilde qui va présenter le relais. Alors, donc le déroulé de notre intervention va rapidement vous présenter notre service. On va clarifier les objectifs, en tout cas ce qu'on nous avait demandé par rapport à la séance d'aujourd'hui. On va rapidement définir la violence conjugale comme nous la définissons dans notre service, donc avec un regard social et thérapeutique, éducatif. Ensuite, on abordera comment intervenir en tant que soignant, comment repérer la violence dans les couples. Et après, on a, avec Caroline, essayé de faire un
une forme de protocole en 6 étapes pour accompagner la violence conjugale. Voilà. Alors, le relais, c'est le service de traitement des violences conjugales et intrafamiliales de la province Sud. Alors, nous, on est quand même plus axé sur la violence conjugale, donc la violence dans le couple. C'est un service qui accueille et accompagne des victimes hommes et femmes et des auteurs hommes et femmes de violences conjugales. On n'accueille que des personnes majeures. Voilà. Comment ça s'organise au relais? On a 2 pôles, le pôle éducatif et le pôle thérapeutique. Donc le pôle éducatif, il est composé de 3 travailleurs sociaux, dont moi à temps plein. Notre travail, nous, sur le pôle éducatif, c'est d'accueillir les victimes, toutes les victimes et auteurs qui se présentent au relais, d'évaluer d'abord s'ils sont au bon endroit pour trouver les réponses qu'ils cherchent, de faire tout un premier travail d'évaluation du risque, du danger et orientation dans le cadre d'une mise sous protection, que ce soit vers des professionnels juridiques, juristes, associations ou notre juriste de notre structure, et aussi d'accompagner tout ce qui est entrée en centre d'hébergement d'urgence ou de mise sous protection. On travaille aussi à l'évaluation sociale des familles et quand il est nécessaire, on pratique aussi tout ce qui est primo-évaluation en protection de l'enfant, c'est-à-dire signaler des situations d'enfants qui seraient en situation de risque ou de danger. Donc ça, c'est le premier travail, c'est le premier tri. Et on est aussi là pour, en plus de sécuriser les gens dans l'espace du relais, de leur dire notamment qu'ils peuvent revenir quand ils en ont besoin, peu importe le changement de situation, puisque les gens viennent souvent dans le cadre d'une séparation. Et s'ils se remettent en couple, ils peuvent avoir des appréhensions à revenir vers notre service. Donc ça aussi, c'est notre travail. On prépare une orientation, c'est-à-dire qu'on accompagne la personne à se questionner sur ce dont elle a besoin aujourd'hui pour faire face à sa situation de violence. Selon la demande faite par cette personne, nous travaillons en équipe pour faire une réorientation vers le pôle thérapeutique. Et là, c'est Caroline qui va vous parler. Oui, donc bonjour, donc moi c'est Caroline, je suis psychologue et donc je fais partie du pôle thérapeutique au relais. Donc au pôle thérapeutique, nous sommes 2 psychologues. Il y a également un sophrologue, une hypnothérapeute et une art-thérapeute. Et donc en fait, l'objectif, c'est de proposer vraiment un espace thérapeutique qui soit spécialisé. Et qui correspondent au mieux justement à la demande du patient, mais également aussi à son profil. C'est pour ça qu'on a vraiment donc des thérapeutes qui sont différents avec des outils différents. Donc nous, on intervient dans un deuxième temps. L'objectif, c'est de poursuivre le travail qui a été commencé par le pôle éducatif en proposant à la personne justement un autre regard sur sa situation et de la comprendre d'une autre façon, en faisant par exemple donc, des liens avec son histoire, en essayant de comprendre donc, ce qui s'est passé pour elle pour qu'elle en arrive justement dans cette situation, de comprendre aussi autrement ses réactions et ses comportements. Et donc d'initier avec elle un travail justement sur ces différentes problématiques et ses blessures si elle le souhaite. Donc le rôle principal du relais, les missions principales du relais sont d'accueillir les personnes dans un cadre individuel. Mais on a aussi d'autres missions comme on anime aussi des stages à la responsabilité en faveur des auteurs de violences conjugales en partenariat avec la justice depuis 2021. Ces stages sont principalement adressés à des primo-délinquants, c'est-à-dire des personnes qui auraient été inquiétées, entre guillemets, une première fois par la justice dans le cadre des violences conjugales. Et donc on les accueille durant 2 jours dans des groupes de 10 personnes où on a fait le choix de séparer les hommes et les femmes. Et c'est animé par un professionnel psychologue et un des 3 travailleurs sociaux de la structure. Ce temps-là, il a pour vocation d'ouvrir la porte à la prise en charge dans le cadre du traitement des violences conjugales pour espérer que la personne elle s'inscrive dans un accompagnement plus long et un peu plus long finalement, voilà. Plus profond, voilà. Et on a aussi notre mission qui est le soutien technique des professionnels, peu importe la culture de métier, mais c'est vrai qu'on peut être amené à échanger avec d'autres professionnels sur la question de la violence conjugale, parce que c'est important, et ça on va le voir durant la présentation, de ne pas rester seul, puisque c'est des situations qui peuvent mener à l'urgence et qui sont un peu anxiogènes. Donc ne serait-ce que de répondre à des questions, rassurer et donner aussi quelques conseils d'orientation. Voilà. Donc ça aussi, c'est aussi notre mission de notre structure. Voilà. Alors,
Donc, au cours de cette présentation, donc, nous allons tenter de répondre donc, à 2 objectifs et donc 2 questionnements qui nous ont été posés donc, par l'association, donc à savoir repérer les situations de violence conjugale et orienter les victimes et les auteurs. Donc, comme l'a dit Cyrielle en début, on a été un peu prise par le temps, donc on a essayé de répondre au mieux à cette demande. Mais en tout cas, n'hésitez pas à la fin de notre intervention à poser des questions si jamais on n'a pas été clair et qu'on puisse justement avoir un échange ensemble par rapport à tout ça. Alors, donc d'abord aussi, l'idée c'est de se demander donc qu'est-ce que veut dire violence conjugale. Donc on a trouvé intéressant de vous donner la définition que nous on utilise dans nos pratiques et qu'on utilise aussi avec notre public. Donc les violences dans les relations intimes désignent l'ensemble des comportements, actes, attitudes de l'un des partenaires ou ex-partenaires, c'est important de le signifier, qui visent à contrôler et à dominer l'autre, à exercer un pouvoir sur lui. Les violences conjugales peuvent être unilatérales, mixtes ou réactionnelles. Donc ça aussi c'est important parce qu'on a tendance à avoir un petit peu ce blanc-noir de victime-auteur. Or dans la réalité en fait c'est beaucoup plus nuancé et beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que les violences conjugales sont souvent mixtes, donc autrement dit partagées. Il arrive très souvent que les 2 partenaires soient violents, même si ce n'est pas forcément sur la même forme. Et donc réactionnelle, c'est-à-dire qu'une victime peut également passer auteur, justement en défense à des violences ou consécutivement justement à un passé et à une longue période de violence. Elles peuvent perdurer après la rupture, ça aussi c'est important à signifier. Ça reste des violences conjugales même si c'est entre 2 ex-partenaires. Et on sait aussi d'expérience qu'il y a plusieurs phases dans la relation dans lesquelles en fait c'est des moments un peu plus sensibles justement et qui peuvent provoquer plus facilement des violences et notamment les moments de grossesse mais également les moments de séparation. Donc les violences conjugales portent atteinte à l'intégrité de l'autre ou même à son intégration socio-professionnelle, on y reviendra. Et ces violences affectent non seulement la victime mais également les autres membres de la famille parmi lesquels les enfants. On y reviendra également dans la suite de l'intervention. La suite. Alors, je ne vais pas revenir précisément sur les différents types de violences. Là, on a choisi avec Caroline de vous présenter un outil qu'on utilise au relais qui montre les différents types de violences et comment ceux-ci peuvent se rejoindre. Cet outil, on s'en sert pour plusieurs raisons. D'abord pour que notre travail au relais, c'est aussi de sortir de ce stéréotype de la violence qui serait que ce soit que des violences physiques. Les violences, on peut aussi les regrouper. Des violences verbales, elles peuvent être aussi psychologiques. On utilise aussi ça pour travailler la plainte. Il faut savoir qu'une victime, lorsqu'elle va porter plainte, elle va être interrogée très souvent sur les derniers faits et après, elle va être interrogée par type de violence. Donc c'est ça aussi qui est important, c'est de prendre conscience que la violence conjugale, c'est les coups, certes, mais il y a autre chose. C'est pas que ça. Et que toutes les violences ont un impact. Ce qu'on peut dire aussi, c'est par exemple, moi, dans le cadre de mes entretiens, beaucoup de victimes peuvent me dire les coups, c'était des moments affreux, j'en ai des souvenirs extrêmement douloureux. Par contre, ce qui me reste des années après, c'est les mots. Donc finalement, tout ça pour dire que la violence psychologique, elle a réellement un impact fort. Et nous, ce qu'on a tendance à dire aux personnes, c'est qu'il y a la blessure visible et il y a la blessure qui est invisible et qui a pu être aussi banalisée, mal parlée. C'est pas forcément de la violence. Si ça en est, et on a vraiment ce travail à faire auprès des personnes. Souvent, elles peuvent venir pour des violences, par exemple physiques, et quand on décortique, elles disent mais je suis dans tous les cercles que vous me présentez. D'accord ? Voilà. On voulait vous présenter un autre outil majeur qui est le cycle de la violence. J'imagine que beaucoup de personnes peut-être connaissent ce fonctionnement. On va y revenir. Alors, moi, c'est un outil que j'utilise de manière quasi systématique pour plusieurs raisons. Donc, il est intéressant, je trouve, à la fois dans un cadre d'accompagnement des personnes, mais aussi dans un cadre professionnel pour adapter par la suite son accompagnement. Alors, je vais vous faire comme je fais avec les personnes pendant le stage à la responsabilité. Donc, les tensions, c'est quoi ? Souvent, c'est quelque chose qui peut durer dans le temps.
Par exemple, une victime va facilement décrire des comportements, par exemple des alcoolisations le soir en rentrant du travail, un regard qui se ferme, des portes qui claquent un peu, une consommation de cannabis, un regard noir, où l'auteur va être plutôt dans sa bulle. Dans ces moments-là, la victime elle va se mettre en posture à la fois d'hypervigilance, c'est-à-dire qu'elle va être très attentive au comportement de l'auteur pour pouvoir essayer de désenclencher le processus en cours. Le problème, c'est que très souvent, dans ces situations-là, on n'arrive pas à désenclencher la violence et on arrive à la crise. La crise, c'est l'expression des différents types de violences qu'on a vus tout à l'heure. C'est le passage à l'acte. Ça peut être un type de violence comme plusieurs types de violences associées. Ce qui est important de rappeler aux personnes, c'est que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de violence physique qu'il n'y a pas moment de crise, qu'il n'y a pas passage à l'acte. La crise, elle provoque chez la victime souvent un moment de peur, d'angoisse, de tristesse, mais aussi de rage, ce qui peut faire aussi basculer dans ce qu'on disait la violence réactionnelle. Il y a des peurs dans le problème de la crise, c'est que c'est vraiment là où on arrive au niveau de danger le plus haut, et la problématique de la violence conjugale, c'est quand même la mort. Donc il y a toutes ces angoisses-là qu'elles ont souvent, alors je veux dire les victimes, mais que les personnes ont souvent du mal à définir, et c'est le moment, c'est le point culminant du cycle. La phase de crise, elle s'arrête au moment de la justification. La justification, on appelle ça aussi le transfert de responsabilité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'auteur du passage à l'acte, il va renvoyer à la victime que c'est elle la cause de ce qui vient de se passer. Par exemple, tu sais bien que quand je bois, je suis énervée, j'ai des problèmes, la famille c'est compliqué, tu me prends toujours la tête pour les mêmes choses, tu sais que je suis quelqu'un de nerveux. Et là, dans ce moment-là, souvent la victime, elle va se dire bah oui, on est tous les deux des sanguins, de toute façon ça se passe comme ça. Elle va se référer aussi à ses représentations à elle. Chez moi, c'était tout le temps tendu. Bon, alors on fera différemment. Il faut que je m'adapte à ce comportement-là. Et après la phase de justification, il y a ce qu'on appelle la fausse lune de miel, qui peut être dans certains couples quelque chose d'assez brillant, entre guillemets, avec des réconciliations, des cadeaux, des invitations, des grands pardons, des promesses de soins, de changement. Mais dans beaucoup de cas, notamment dans les relations de violence conjugale installées, c'est un moment plutôt de calme, où les tensions sont moins présentes. Et en fait, la problématique de cette phase-là, c'est qu'on ne parle pas de la problématique du couple, puisque le couple a connu tout un circuit qui est épuisant, et il s'arrive à un moment donné où ils se disent on souffle un peu, on ne va pas remettre de l'huile sur le feu. Mais la problématique de la fausse lune de miel, c'est ce qui relance et qui donne du rebond à toutes les autres phases. Plus ça va se répéter, plus ça peut être rapide. On voit aussi des gens qui passent des tensions aux crises sans faire les autres phases. Plus on va passer par la crise, plus le niveau de danger augmente. Nous, ça nous sert un peu pour vraiment faire prendre conscience à ça, à la fois aux auteurs et aux victimes. Souvent, ils se reconnaissent très précisément, puisqu'on associe ça à des exemples concrets que nous, on rencontre sur le terrain. Ça nous permet aussi de faire un premier travail d'accompagnement à comment on peut, à l'évitement de la violence, c'est-à-dire que nous, ce qu'on met en place sur le pôle éducatif, c'est qu'ils partent au moment des tensions, déjà. Ça ne guérit pas le problème, mais ça évite de faire augmenter le niveau de danger. Ça nous permet aussi d'expliquer le phénomène d'emprise. L'aspect cyclique, c'est quelque chose où c'est difficile de s'en sortir finalement. Et aussi, il y a beaucoup de culpabilité et de honte, que ce soit particulièrement chez les victimes, et de dire en fait, tu es dans ce processus-là. Là, l'idée, c'est que tu en as conscience, comment on va faire pour changer les choses, quoi. Voilà. En tant que professionnel, moi, je trouve aussi important parce que la répétition fait que la violence conjugale est une problématique très complexe à prendre en charge, peu importe de quelle profession on est. Le fait que la personne elle passe notamment par cette phase de fausse lune de miel, ça peut générer chez tout le monde une incompréhension. On aurait tendance à dire finalement pour régler un problème de violence conjugale, il suffirait une séparation. C'est quand même plus complexe que ça. C'est un peu le phénomène d'emprise relationnelle. Et comme on disait au début, nous on observe aussi que il y a des fois, c'est les couples qui sont là-dedans, les deux. Les deux, ils sont dans ce truc de on se retrouve, c'est difficile, on revient. Il y a des victimes qui vont rechercher l'auteur pour refaire couple. Donc, il y a vraiment ce phénomène-là, il est très présent. Et forcément, rationnellement, par rapport au danger, par rapport à ce que subit la personne, nous, on peut se dire
pourquoi, quoi. C'est ça qui suscite des interrogations. C'est bon ? Ça va ? Alors, donc là, on arrive plus précisément justement à l'objet de notre intervention, c'est-à-dire votre place à vous donc dans la prise en charge des violences conjugales. Alors déjà, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est important d'intervenir ? Alors, en tant que soignant, vous avez justement une place très importante parce que vous êtes un interlocuteur clé, vous êtes un acteur de première ligne, parce que vous avez ce rapport justement de proximité et de confiance avec les personnes que vous accueillez. Vous avez justement accès à leur corps, vous avez accès à leurs symptômes, vous avez accès justement à leur vie personnelle. Notamment aussi pour les médecins généralistes, vous êtes un peu dans leur quotidien, vous avez ce rapport justement de les voir assez régulièrement. Et donc, pour toutes ces raisons, c'est très important en fait que vous puissiez être une personne qui fait le premier pas et qui permet à ces personnes de sortir de l'isolement et de briser le silence. C'est-à-dire justement d'ouvrir la parole par rapport à ce qui se passe chez eux et notamment par rapport à ce qu'elles peuvent vivre en tant que victimes ou auteurs de violences conjugales. Et c'est d'ailleurs important de faire le premier pas également parce que il y a énormément de barrières à ces personnes à parler. On l'a déjà un petit peu vu, il y a beaucoup de notions de culpabilité, de honte, souvent de banalisation et de normalisation de ce qu'elles vivent. Et aussi parfois justement une peur d'être jugée, une peur des conséquences que va pouvoir avoir le fait d'en parler, des répercussions. Et donc par rapport à tout ça, c'est compliqué justement que ces personnes soient les premières à en parler, d'où l'importance que ce soit justement le soignant qui ouvre la porte. Enfin, c'est également très important par rapport à la prise en charge parce que s'impliquer dans cette problématique, c'est s'impliquer finalement dans la prise en charge globale de la personne parce que ça a des conséquences très importantes et des grosses répercussions sur la santé générale de la personne. Et donc c'est une question de santé également générale. Et ce qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'on a vu, nous, au relais, que c'est très rare que les personnes viennent spontanément de leur propre chef. C'est très souvent, justement, une orientation qui les amène, donc soit par un proche, soit par un professionnel. D'où, encore une fois, l'importance que chacun en puisse, justement, initier ce pas vers une prise en charge et vers, justement, d'autres dispositifs qui vont pouvoir les accompagner sur le long terme. Alors, donc, on a abordé la question du pourquoi le faire. Ensuite vient la question du quand. Alors, certains organismes, comme la Haute Autorité de la Santé, recommandent un dépistage systématique. C'est-à-dire, donc, un petit peu comme on le ferait, en tout cas comme vous le feriez, pour les antécédents médicaux. Nous, on a conscience que c'est pas forcément facile ou évident par rapport à vos pratiques qui sont différentes et par rapport à vos cadres d'intervention. Donc, ce qu'on vous recommande plutôt, c'est d'être attentif à certains symptômes et certains signes qui doivent vous alerter. Donc, on l'a vu, les violences conjugales, ça a énormément de conséquences donc, sur la santé de la personne et sur plusieurs plans. Donc on le sait, en fait, le psychologique a énormément d'impact sur le physique et vice-versa. Et donc nous, au relais, on a différencié donc, les conséquences en 3 parties. Donc d'abord, on a les conséquences physiques, donc évidemment les blessures, les coups, les hématomes, mais également les maladies chroniques qui peuvent être justement du fait de l'état de stress permanent de la personne, mais aussi de son incapacité ou de son impossibilité en fait, à prendre soin d'elle. On voit également beaucoup de troubles du sommeil, de troubles alimentaires, des addictions, des conduites à risque, automutilation, etc. Au niveau des conséquences psychologiques, donc ce sont souvent des personnes qui peuvent présenter des états dépressifs, mais également une perte d'estime d'elles-mêmes, des troubles de stress post-traumatique, donc c'est-à-dire une hypervigilance, une hypersensibilité, des cauchemars, des émotions qui sont donc intenses et débordantes, notamment de peur, mais parfois aussi de colère, donc une anxiété qui est là de façon assez générale, mais également voilà, des sentiments de honte et aussi, et c'est important pareil d'y être vigilant, des idées suicidaires qui peuvent mener donc, jusqu'au suicide. Il y a également ensuite les conséquences sociales, donc ce sont des personnes qui sont souvent en manque de ressources financières et personnelles du fait de l'isolement justement
dans lesquelles les met les violences conjugales. C'est des personnes aussi dont la sphère professionnelle va être impactée, notamment par de l'absentéisme, soit parce qu'elles ont été blessées, soit parce qu'elles se sentent justement en incapacité à y aller du fait des conséquences psychologiques que ça amène sur elles. Donc typiquement, ça peut être des personnes qui viennent vous voir et qui demandent beaucoup d'arrêt maladie. Justement, la sphère intellectuelle est également très touchée. Donc, dans les violences conjugales, c'est des personnes qui ont beaucoup de mal à prendre du recul sur la situation, qui ont beaucoup de mal justement à être à mobiliser en tout cas leurs ressources, leur capacité à agir, leur capacité à s'exprimer. Et donc ça prend toute la place finalement, et ça agit également sur justement leur rôle de parents. D'où l'importance aussi d'être vigilant sur les enfants que vous pouvez aussi avoir en consultation, et notamment sur certains symptômes qui peuvent être donc des difficultés scolaires, des ruptures donc dans le comportement et les apprentissages, des régressions aussi au niveau des acquisitions, ou alors une maturité précoce. Donc tout ça, pareil, ça peut être aussi signe que l'enfant est lui-même dans une situation donc de violence conjugale. Nous on parle de co-victime. Alors, avec Caroline, quand on a essayé d'organiser notre présentation, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose un peu sous forme de protocole, parce que les médecins aiment les protocoles. C'est pas un vrai protocole, c'est quelque chose qui est plutôt souple, et c'est surtout des repères pour nous pour organiser notre pensée. L'idée, c'est vraiment que chacun puisse trouver des réponses par rapport à ses questions et les questionnements par rapport à sa pratique. Donc au départ, on va vraiment se rapprocher, essayer de se tourner vers vous sur comment on appréhende déjà professionnellement mais aussi personnellement une situation de violence conjugale, comment on peut, grâce à ces questionnements-là, adapter sa posture, parce que la violence conjugale, c'est souvent un sujet qui touche, qui renvoie à quelque chose d'un peu personnel. Donc en avoir conscience, ça permet de prendre la distance. Et après, on vous donnera des outils peut-être plus pratiques, plus concrets de notre pratique qui peuvent aider au quotidien lors des consultations. Alors, déjà, quand on parle de freins éventuels, c'est pourquoi c'est compliqué d'accompagner une situation de violence conjugale. Ça renvoie forcément à quelque chose de l'ordre de l'urgence. La violence conjugale, on a tous conscience qu'il y a quelque chose de l'ordre du danger, que ce soit pour la santé physique, psychique, et qu'il y a aussi un risque de mort. Donc on est tous forcément dans l'urgence, et les personnes aussi peuvent solliciter plus particulièrement les professionnels après la crise et sont elles-mêmes dans l'urgence et renvoient ce stress-là. Comme c'est complexe à accompagner et que les dispositifs ils sont pas d'une simplicité, c'est pas si simple que ça d'aller à la plainte, c'est pas si simple que ça d'entrer en hébergement, de changer de logement. On peut se sentir impuissant face à ces situations-là, dans une forme d'échec, de frustration, et notamment quand on accompagne des gens sur du long terme, où on sait que la situation de violence conjugale perdure depuis des années et qu'on ne voit pas la fin et que c'est une boucle infinie. Donc c'est presque quelque chose qui peut renvoyer à un sentiment de lassitude. On a mis malaise face à l'ambivalence parce qu'effectivement, on peut rencontrer des gens qui subissent des violences extrêmement graves, voire qu'on peut considérer comme morbides ou glauques, et qui souhaitent rester, et qui vont dire « mais moi je l'aime, j'ai envie de rester ». Et donc ça renvoie à quelque chose qui ne met jamais franchement à l'aise. Pour certaines personnes qu'on a pu accompagner, il y a aussi cette peur d'offenser, d'être intrusif. Le couple, c'est la sphère intime, c'est quelque chose de personnel, et aller poser des questions sur un sujet aussi intime, des fois, ça peut créer un malaise. Et ce qu'on a pu aussi observer, c'est oui, ok, bon, la personne, elle nous confie qu'elle est dans une situation de violence conjugale, mais j'en fais quoi ? Est-ce que je vais avoir le temps ? On sait aussi que les professionnels de santé, ils sont pris par le nombre de patients, par une patientèle qui est souvent lourde et en demande. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a 20 personnes qui attendent leur consultation derrière la porte ? Ça, c'est une réalité concrète.
il y a aussi cette histoire de on est tout seul face à cette personne-là, est-ce qu'on va avoir les bonnes réponses, comment on va faire? Et ce qu'on a voulu aussi souligner, c'est que oui, on est tous professionnels, mais on a tous une histoire personnelle qui peut faire référence à un contexte de violence conjugale. On a sûrement tous des engagements politiques, des convictions, des croyances, et ça, forcément, ça impacte notre regard. C'est OK d'avoir ces convictions-là, il faut juste en avoir conscience et se dire, bon, tout ça, ça fait que quand la personne elle dépose ce qu'elle a déposé dans le cadre de nos bureaux, ben, forcément, ça va avoir une couleur particulière. Pour prendre du recul, pour adapter sa posture professionnelle, nous, on propose, ça paraît c'est simple, hein, mais c'est vrai que quand on se le rappelle, on peut se sentir un peu moins lourd, quoi, un peu moins le seul responsable de la situation. Déjà, se référer à son cadre d'intervention. C'est quoi mon boulot, c'est quoi mes missions. Ça aussi, ça permet de prendre du recul. C'est pas parce qu'on rencontre une situation de violence conjugale qu'on va devoir la prendre en charge entièrement. Prendre conscience que la temporalité du patient, ça va prendre du temps. Il y a des urgences vitales dans le cadre des violences conjugales. Nous, on fait ça, on rencontre des gens qui viennent en urgence ou sur rendez-vous. On a finalement peu souvent, statistiquement, de gens où il faut agir immédiatement tout de suite. Il faut laisser du temps. Et ça permet aussi de respecter l'autre dans son rythme, de lui redonner un peu le pouvoir sur sa situation et de lui redonner la place à ses propres décisions, et ça fait partie du processus. Quand on parle de pouvoir d'agir du patient, du libre arbitre, les gens trouvent souvent des solutions eux-mêmes auxquelles on n'aurait pas pensé et qui sont beaucoup plus adaptées à leur situation. Donc c'est laisser cet espace-là aussi. Avoir conscience du processus d'emprise, donc là je vous renvoie au cycle, forcément ça va prendre du temps, forcément il y aura des retours, c'est comme ça, et dans la prise de conscience il y a ça aussi. On est légitime déjà en tant que citoyen de signaler une situation de danger ou d'en faire part, mais aussi dans le cadre de nos professions, quel que soit, de signaler une situation de danger. C'est OK, on peut le faire. C'est pas que intrusif, c'est pas dans l'obligation de vouloir creuser dans l'intimité de l'autre. Et surtout, on n'est pas seul. Il y a des partenaires, il y a des gens qui sont là pour faire l'accompagnement à la plainte, les entrées en structure, les protections des victimes. Il y a possibilité, quand même sur le territoire, malgré tout, il y a quand même plusieurs possibilités. Et il y a aussi la possibilité d'avoir un soutien technique. Donc, dont on vous a parlé du relais, mais déjà en parler à un confrère ou une consoeur, ça peut aider de ne pas rester seul. Et ça, c'est important. Parce que plus on est seul face à une situation, plus c'est compliqué. Et après, on a mis le non-jugement. C'est quelque chose qui est assez évident. Mais voilà. Le fait de se faire ce petit questionnement rapide, en vrai, ça prend une seconde dans sa tête, ça permet aussi de prendre du recul. Voilà. Alors, donc là, on arrive justement un peu au cœur de notre intervention, c'est-à-dire maintenant, comment aborder les violences conjugales. Donc, ce qui nous semble essentiel, c'est dans un premier temps de sécuriser l'espace. Donc, on l'a dit, il y a de nombreux freins pour ces personnes, justement, à parler de ce sujet. Il y a de nombreuses peurs et donc c'est important qu'elles soient déjà rassurées sur le fait que l'espace est confidentiel, que l'espace est sécure, qu'elles ne seront pas jugées. Donc en fait, de créer un espace dans lequel elles se sentent bien pour justement aborder ces sujets-là. Alors, ce qu'on dit quand même, nous, au public qu'on reçoit, c'est que la confidentialité s'arrête à partir du moment où il y a des mineurs en danger et à partir du moment aussi où il y a un danger vital immédiat, où là, on est obligé justement d'intervenir. Et c'est peut-être aussi important de le signifier aussi à vos patients. Alors, nous, ce qu'on propose également, c'est de commencer par des questions ouvertes. Notamment d'abord s'intéresser à l'état d'être, l'état émotionnel du patient. Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous vous sentez stressé ou tendu en ce moment? Comment ça va à la maison? Comment ça va dans votre couple? En fonction donc des réponses que la personne va donner, vous pouvez ensuite progresser dans le questionnement, progresser justement pour aller de façon un petit peu plus précise sur vos questions. Donc notamment peut-être par rapport au couple, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des disputes? Comment se passent ces disputes? Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur justement? Est-ce qu'il y a parfois eu des
des gestes ou des mots qui vous ont fait mal ou qui vous ont mis dans une situation désagréable. Ensuite, ce sera important justement d'observer bien la personne et de voir si c'est OK pour elle de continuer ou pas. C'est-à-dire d'être vraiment progressif, d'être aussi patient et de prendre le temps d'être dans ces questionnements. On peut également passer par la porte des symptômes et des blessures qui sont observés. Donc notamment, je vois que vous avez de nombreux hématomes sur le bras. Est-ce que vous êtes d'accord pour me dire comment cela vous est arrivé ? Si vous voyez que justement le ou la patiente ou patient se ferme, se braque, ou en tout cas répond à la négative et ne semble pas ouvert à cet échange ou simplement ne semble pas concerné, c'est important de ne pas insister. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est dans ce cas-là ouvrir des portes pour plus tard. C'est-à-dire lui signifier que si jamais un jour il se passe quelque chose dans son couple, si jamais un jour elle se sent en danger ou elle est face à une situation de violence, il y a des numéros, il y a des adresses, justement des liens aussi sur Internet qu'elle peut consulter et qui peut l'aider. Ça, c'est important parce que ça plante des graines. Donc, c'est-à-dire que peut-être que la patiente n'est pas concernée ou le patient n'est pas concerné à ce moment-là, ou peut-être qu'il l'est, mais il est simplement pas prêt à l'entendre et ça va en fait finalement peut-être faire son chemin au fur et à mesure. Et en fait, ça reste des choses qu'il ou elle pourra en tout cas auxquelles il pourra repenser à un moment donné quand ce sera le moment pour lui. Et d'ailleurs, ça peut être aussi important justement de continuer à avoir ces échanges au fur et à mesure de votre suivi. On conseille également aussi de toujours proposer un certificat, notamment s'il y a eu donc des symptômes physiques, et de garder une trace au niveau du dossier médical. Donc ça, c'est aussi dans le cas où justement une situation peut dégénérer ou en tout cas évoluer négativement. Ça permet d'avoir, vous, des éléments et de pouvoir ensuite agir, ou en tout cas, ça peut servir, disons, sur le long terme et plus tard. Alors, dans le cas où justement la victime ou d'ailleurs l'auteur répond à la positive, c'est-à-dire qu'il ou elle est en situation justement de violence conjugale, là, ce qui va être important, c'est de faire passer des messages clés. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment si la personne, on va la revoir ou pas. Donc, c'est important justement qu'elle reparte avec certains éléments importants pour elle à savoir. Donc notamment si on s'adresse à une victime, donc là je vais faire victime-auteur, on a bien vu que finalement c'est plus nuancé et c'est pas blanc-noir, mais ça va être plus facile en tout cas là pour mon propos. Une victime, c'est très important qu'elle sache qu'elle n'est pas responsable de cette violence, qu'elle n'a pas justement à culpabiliser et à avoir honte par rapport à ça, et que la responsabilité là est envers l'auteur. Que les violences sont inacceptables et interdites par la loi, donc de remettre justement le cadre légal et le fait qu'elle aurait la possibilité donc de porter plainte et que certains dispositifs peuvent l'accompagner si justement elle a des questionnements et qu'elle a des doutes, ou en tout cas qu'elle n'est pas rassurée par rapport à ça. C'est important effectivement qu'elle se sente entendue et qu'on ait cru finalement par rapport à ça, et peut-être aussi de la remercier justement de la confiance qu'elle vous accorde. Et enfin, c'est très important qu'elle ne se sente pas seule, c'est-à-dire de lui dire que finalement des aides et des solutions sont possibles pour elle, qu'elle n'est pas obligée forcément d'y aller maintenant, mais qu'en tout cas il y a des dispositifs qui peuvent l'aider. Si c'est un auteur ou en tout cas une personne qui vous signifie qu'effectivement il peut avoir des accès de colère qui se manifestent par justement des passages à l'acte et des actes de violence, c'est important de lui signifier qu'il a le droit d'être en colère, mais que rien ne justifie la violence. Lui-même, c'est important de lui redire la loi, que c'est pas vous en tant que personne qui lui dites que ce qu'il fait, il n'a pas le droit, mais c'est bien la loi qui le dit. C'est important aussi peut-être justement d'accueillir aussi à lui sa parole et de lui dire que c'est une première étape vers le changement, et que c'est également courageux d'en avoir parlé, et pareil de le remercier aussi pour la confiance. Lui aussi, des aides justement et des solutions sont possibles, et il n'est pas seul non plus. Alors on a fait également quelques phrases à éviter entre guillemets, parce que on se rend compte que finalement ça peut résonner en termes de culpabilisation et de jugement pour la personne. Et donc ça peut être un frein et la braquer, et en fait empêcher ensuite justement l'accompagnement
ou l'alliance. Donc notamment les phrases de type « Vous êtes resté avec cet homme pendant tout ce temps, pourquoi vous acceptez ça? Vous vous rendez compte de ce qu'il vous fait subir? C'est un malade, êtes-vous consciente que vous ne protégez pas vos enfants ?» Alors, une fois que justement on a initié ce dialogue avec la personne, que donc vous vous rendez compte qu'il y a des violences à la maison et qu'elle est prête à en parler et que donc vous êtes dans cet échange avec elle, là on a ensuite quelque chose qui est très important également, c'est d'évaluer le niveau de danger. Et là, nous, on l'évalue en fait en fonction de 3 plans. C'est-à-dire que d'abord, il faut évaluer le danger vital. Donc, est-ce que là, la personne est en danger de mort? Est-ce que là, il y a un gros risque justement de violence physique grave? Donc, autrement dit, est-ce qu'il y a des armes à la maison? Est-ce que le partenaire a proféré des menaces? Ou encore, est-ce qu'il y a aussi des consommations d'alcool et de drogue qui peuvent aussi justement aggraver le passage à l'acte et rendre plus probable la violence. Ensuite, c'est important également d'évaluer la santé mentale de la personne, c'est-à-dire elle-même, comment elle va. Est-ce qu'il y a un risque justement de comportement à risque? Est-ce qu'elle a des idées suicidaires? Comment vous la sentez justement émotionnellement? Est-ce que vous pensez que là, il y a peut-être un risque qu'elle soit elle-même un danger pour elle, ou en tout cas qu'elle se mette en danger? Ensuite, donc la dernière chose à évaluer, c'est la présence de mineurs et de personnes vulnérables. Donc s'il y a ou pas des enfants qui sont donc dans cette situation de violence conjugale, est-ce qu'ils sont témoins ou est-ce qu'ils sont eux-mêmes victimes? Et enfin, si la personne en face de vous est enceinte ou est en situation de handicap. Alors là, pour rappel, si jamais donc, vous êtes en face de mineurs en danger ou de personnes vulnérables, là vous êtes dans l'obligation de faire un signalement. Alors, du coup, après en avoir parlé, avoir évalué le niveau de danger, la question qui est souvent posée, c'est très bien, mais après on fait quoi? C'est un peu difficile de laisser repartir une personne sans ça. Voilà, du coup c'est ça. Donc l'idée, simplement, c'est de proposer déjà le numéro d'urgence, donc le 17, de dire voilà, si à un moment donné, c'est simple, mais c'est la première chose à dire. Vous êtes de nouveau dans une situation de violence, vous appelez le 17. Quand on appelle le 17, quand il y a ce qu'on appelle un flagrant délit, un flag, c'est là où en plus derrière la justice se met beaucoup plus rapidement au travail et là où il y a plus de chances qu'il y ait en plus une prise en compte au niveau judiciaire. Ce qui peut être intéressant aussi avec la personne, c'est d'évaluer avec elle si elle a des lieux ou des personnes ressources. Là, vous me dites que ça va mal à la maison, qu'il y a des violences. Est-ce que quelqu'un de votre famille pourrait vous accueillir avec les enfants? Est-ce que chez cette personne, vous êtes en sécurité? Souvent, les personnes, elles ont quelqu'un qui est ressource autour d'elles et ça permet de faire un premier départ. Et dans les petits conseils, vous pouvez leur conserver, leur proposer de conserver leurs documents importants, type papier d'identité. Ce qui est important de rappeler, c'est de leur dire qu'il n'y a rien à imposer, c'est juste permettre à la personne de se questionner différemment, d'ouvrir son questionnement, d'ouvrir des possibilités. Quand on est dans une situation de danger, souvent elles peuvent avoir du mal à penser. Des fois, on peut se retrouver face à des personnes, on se dit mais son raisonnement n'est pas logique ou me paraît difficile. C'est normal, c'est lié à l'impact de la violence sur la manière de penser. Le signalement, c'est un outil qui est intéressant, qui permet de protéger. Après, l'aspect systématique, moi, en tant que professionnelle, je le questionne. Nous, on a pu recevoir des personnes où finalement, l'entourage, c'est souvent parce que l'entourage aussi peut écrire au procureur de la République pour dire je connais telle personne. Et souvent, les personnes peuvent se sentir un peu dépossédées de leur histoire et ça peut parfois, et en fait c'est quelque chose à mesurer, à questionner. C'est pour ça que c'est important d'en parler à notre professionnel parce que ça peut créer des réticences un peu à l'accompagnement, une perte de confiance. Nous on voit que le trajet il se fait le mieux quand les personnes petit à petit elles arrivent à prendre leur propre initiative de départ, de prise en charge, de plainte. D'accord ? Vous pouvez aussi proposer d'aller à la plainte, c'est vraiment une première étape, mais c'est vrai qu'en tant que soignant, si vous voulez, on en parle après, mais il y a des professionnels qui sont là pour faire tout l'accompagnement à la plainte et c'est quelque chose qui prend vraiment du temps. Moi, l'accompagnement à la plainte, je peux le faire sur
1 heure, voire 2 séances. Donc ça prend du temps, mais d'en parler, c'est toujours quelque chose qui est possible et qui est pertinent. De toute façon, c'est planter des graines. On voit beaucoup de personnes, pour revenir sur ce que disait Caroline, qui peuvent nous dire, une fois c'est mon médecin qui m'en a parlé, une fois c'est une amie qui m'en a parlé, quelqu'un de mon entourage. Et c'est ça aussi qui fait qu'à un moment donné, ça chemine. Surtout si la personne, elle ne s'est pas sentie jugée, si on lui a fait des propositions, il faut souvent du temps. Il y a des personnes, des fois, on leur donne notre prospectus et elles viennent 5 mois après. Donc il faut du temps. Voilà. Concernant le signalement, on avait dit moi je suis pas juriste. Un signalement techniquement c'est factuel, c'est des faits avec des dates. Et ce qui peut aider le système judiciaire aussi, c'est ouvrez les guillemets, des citations des personnes. Il n'y a pas besoin que ce soit une grande rédaction, de dire le contexte et vraiment les faits et même les propos, c'est le plus simple et c'est ce qui est le plus efficace pour eux. Ils ont beaucoup de choses à traiter. L'idée c'est d'être efficace. Voilà. Concernant les orientations, les possibilités sont multiples. Donc police, gendarmerie, le relais, on fait notre pub un peu quand même. Alors le relais particulièrement sur Nouméa et Grand Nouméa, mais c'est vrai que c'est intéressant de réfléchir à l'accès des personnes aux différentes structures. Si tu habites au fin fond du Mont d'Or et que tu n'as pas de moyens d'accès, ça va couper un peu l'accompagnement. Il y a toutes les associations, donc là on a noté ADAVI qui est une association de juristes qui accompagne notamment les personnes sur les démarches de séparation mais aussi de mise sous protection. Il y a différents dispositifs qui existent sur le territoire, notamment le téléphone grave danger aujourd'hui dont peuvent bénéficier les victimes. Il y a SOS Écoute qui est peut-être le partenaire qui a le temps horaire le plus large parce qu'il y a des écoutes le week-end et ils ont aussi accès notamment à des hébergements. Ils font partie, et en Brousse. Donc il y a le DAV, le dispositif d'aide aux victimes au Medipol. Tous les thérapeutes et psychologues dans le secteur privé peuvent aussi fournir une aide aux victimes, ou aux auteurs, ils ont le choix aussi. Les dispensaires en brousse qui sont dotés de psychologues. Alors en province sud, c'est le dispositif du PEPS, mais aussi des assistantes sociales qui peuvent accompagner. Et les CCS qui bénéficient de services sociaux au sein des mairies et qui peuvent être aussi des espaces repérés. Moi, je pense à Bourail où le CCS accompagne pas mal sur la question de la violence conjugale. Voilà. C'est à toi. Donc, on a mis le lien qu'avait mis Claire sur le site Violence Conjugale Gouv.nc et Cyrielle va vous expliquer une application qui a été mise en place avec le relais en collaboration avec le gouvernement. Et on peut le dire. Voilà, à destination des professionnels. Alors, l'année 2022, nous avons travaillé avec l'ensemble des partenaires qui œuvrent dans la thématique des violences conjugales. L'objectif, c'était, déjà un constat, c'était qu'il y avait énormément de dispositifs sur le territoire, mais très peu connaissaient justement les missions, en quoi ça consistait, comment orienter. Et donc, nous avons travaillé avec ces partenaires pour établir des fiches descriptives uniformisées pour l'ensemble des partenaires qui œuvrent dans cette thématique. Ces fiches uniformisées sont, on a travaillé en lien avec le gouvernement pour que le gouvernement crée une application à destination des professionnels sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que vous, en tant que professionnel de santé, vous avez la possibilité d'accéder à cette application. L'application répertorie justement l'ensemble de ces fiches sous forme, vous avez 3 thématiques, soit par le lieu d'habitation, province Nord, province Sud, province des Îles, soit par domaine d'activité des structures, c'est-à-dire que si vous recevez une victime qui est en demande par exemple d'informations juridiques, vous cliquez sur domaine juridique et vous avez l'ensemble des structures qui interviennent dans ce domaine-là. Domaine par exemple thérapeutique, une personne vous dit je veux avoir un accompagnement psychologique, vous tapez sur domaine psychologique thérapeutique et vous avez l'ensemble des structures justement qui interviennent dans ce domaine-là. Donc chaque domaine est répertorié sur cette application avec l'ensemble des structures. Pour y accéder, il faut, c'est pas un accès libre, il faut pouvoir s'inscrire. Donc vous allez sur le site des violencesconjugales.gouv.nc, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé.
Donc sur ce site du gouvernement, vous cliquez sur qui peut agir, annuaire de partenaires, et vous avez justement cette affiche, cet écran qui s'affiche, et vous avez simplement à cliquer. Si vous souhaitez tout simplement avoir accès en lecture, remplissez ce formulaire. Donc remplissez le formulaire où on vous demande simplement votre nom, votre prénom, votre structure, votre mission. On vous enverra par la suite un code PIN pour accéder à l'application qui est téléchargeable soit via le site desviolencesconjugales.gouv.nc ou même sur votre application smartphone ou iPhone. Donc moi je sais que je l'ai justement sur mon téléphone, j'y accède assez rapidement, vous le mettez justement en fond d'écran et lorsque vous recevez une victime ou un auteur, vous avez simplement à cliquer pour accéder directement aux fiches. Vous avez aussi l'ensemble des structures d'hébergement pour savoir justement quelles structures existent, comment orienter justement vers ces structures. La plupart du temps, c'est les partenaires sociaux qui peuvent faire ces orientations. Mais voilà, vous avez toutes ces informations qui seront utiles justement pour vous en tant que professionnel qui n'êtes pas forcément au quotidien justement dans la connaissance des structures et dispositifs dans ce domaine-là. Donc voilà au niveau de l'application. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions justement par rapport à cette application, vous pouvez soit me joindre au relais ou soit effectivement de joindre Amanda Crépin qui est au gouvernement, collaboratrice au cabinet de Madame Chamorro, avec laquelle on a travaillé justement pour la mise en place de cette application. Donc effectivement, je vois qu'il nous reste un petit peu de temps pour que je vous présente quelques outils numériques aussi que j'ai sélectionnés et qui peuvent compléter toutes ces informations. Donc effectivement, je vous ai sélectionné 3 outils numériques. Alors celui-ci, je vais vous en parler. Donc elle vient de vous le présenter, mais je vais vous présenter une partie aussi qui est assez intéressante pour les patients. Et 2 autres outils plutôt à destination des soignants. Hop. Je vais directement sur leur site, comme ça je vous montre. Donc ça c'est le premier site, donc effectivement dont on vient de vous parler, violenceconjugales.gouv.nc. Je vous en parle un peu plus pour les victimes de violences. Donc effectivement c'est la page d'accueil avec tout de suite les numéros d'urgence comme on disait. Donc bien visible. Un petit onglet vite je sors, dans le cas par exemple où l'agresseur est dans la pièce par exemple. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'assez rapidement on tombe sur des fiches techniques. Par exemple, j'ai besoin d'aide. Voilà, je subis des violences sexistes sexuelles, je me sens mal dans mon couple, je veux en parler à quelqu'un. Par exemple, si on suit ces fiches techniques, du coup Blue Ways n'est plus d'accord. Désolée. Hop. Sinon, tant pis, je ferai sans. Est-ce que ça marche ? Bon. C'est dommage, tout à l'heure j'avais internet. Bon, désolé. Donc effectivement, comme je disais sur ce site, il y a des fiches techniques pour les patients. Et notamment, si on suit ces fiches techniques, on peut rapidement tomber par exemple sur le violentomètre, qui est facilement accessible. On peut le télécharger aussi. Il y a le cycle de la violence. Il y a aussi effectivement un rappel sur les différentes formes de violence. Tout ça, c'est, comme on disait, parfois il y a des patients, on leur laisse simplement une porte ouverte, quelques ressources, par exemple un site internet comme celui-ci. Et parfois, ils peuvent faire leurs recherches eux-mêmes et tomber sur ces outils par eux-mêmes et peut-être avancer dans leur cheminement comme ça. Donc un outil à leur proposer. Celui-ci, donc c'est plus à destination des soignants, c'est le site déclicviolence.fr. Donc c'est un site internet qui a été créé par une médecin généraliste. C'est plutôt à destination des médecins généralistes, mais ça peut quand même être utile à tous les soignants. Ce que j'aime bien sur ce site, c'est qu'il est assez ergonomique. Il y a le en un clic. Je ne vais pas cliquer parce que sinon ça va mettre une page d'erreur.
Mais globalement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on tombe vraiment sur plein d'outils, plein de ressources en cliquant sur ce lien. Et notamment, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un modèle de certificat médical initial, de certificat de coups et blessures. Donc, je sais qu'on est beaucoup à avoir des certificats type dans nos logiciels, mais par exemple, si celui que vous avez vous convient pas, il y en a un autre qui est disponible ici. C'est un bon outil. Ce qui est bien aussi dans ce site, c'est qu'il y a un outil d'aide pour poser des ITT. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Et donc, il y a un petit tableau qui permet de coter et de poser la bonne ITT. Autre chose qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un questionnaire validé en 8 questions qui permet de rechercher, de repérer des situations de violence conjugale. Je sais que du coup, effectivement, en tant que médecin, on aime bien tous ces questionnaires validés, etc. Donc après, à nous de voir comment on veut le placer dans la consultation. Est-ce qu'on pose les questions sous forme d'entretien ou est-ce qu'on laisse le questionnaire au patient? C'est à nous de voir. En tout cas, c'est quand même un bon outil, encore une fois, validé. Donc pourquoi s'en priver? Questionnaire, ouais, c'est ça. WAST. Je vous aurais bien montré, je suis désolée, mais bon. Un deuxième site, donc un troisième site en tout. Ça, cette fois-ci, c'est le site arrêtonslesviolences.gouv.fr. Alors, c'est un petit peu un mélange des deux premiers. Globalement, si on va sur le menu principal, il y a toute une partie plutôt destinée aux victimes et une partie plutôt destinée aux professionnels. Ce que j'ai sélectionné, que je trouvais assez intéressant, c'est cet onglet avec des outils de formation. Si vous avez un peu de temps, un patient qui ne vient pas, etc., vous pouvez vous former là-dessus. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi sur ce site et ce que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup d'outils de communication et notamment d'affiches qui sont disponibles, qui sont du coup téléchargeables, que vous pouvez imprimer, que vous pouvez mettre dans les différents lieux de soins. Donc voilà, plein d'affiches différentes, visuels différents, des affiches pour les dentistes, pour les pharmaciens, etc. Donc encore une fois, c'est un outil qui est vraiment intéressant. Un dernier point que je voulais aborder, c'est la question des signalements. Alors effectivement, sur cette présentation, volontairement, on n'a pas abordé l'aspect médico-légal, les certificats de coups et blessures, les signalements, parce qu'on pensait qu'on n'aurait pas le temps d'aborder correctement. Néanmoins, on voulait juste vous laisser cette information qui, je pense, est essentielle. Donc, c'est le signalement majeur victime de violences conjugales et surtout les adresses mail à qui transmettre ce signalement. Alors, pour la petite anecdote, j'ai essayé de le trouver en téléchargement. Donc, nous, au planning familial, on l'a dans notre logiciel Asclepios, qui, je pense, est commun à la province sud. Mais je ne sais pas si tout le monde l'a sur son logiciel. Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, il n'est pas téléchargeable sur les différents sites qu'on a regardés. Le but, ce serait peut-être qu'il le soit et que, du coup, on puisse faire en sorte que ce signalement soit plus facilement accessible sur Internet au téléchargement. Après, peut-être qu'en passant par le relais, on pourra vous le fournir. Toujours est-il que je vous laisse cette diapositive à la fin pour peut-être le prendre en photo ou garder les contacts, notamment les adresses mail à qui transmettre. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et je vous souhaite une bonne soirée.